va parler un peu de Toka avant de passer au CTF, puisque moi, j'ai récupéré un article hier, mais justement, qui met en contexte, hein. Je vais vous parler d'IoT, je vais vous parler de caméras de surveillance, comment on va pirater la webcam, mais je vais vous parler un peu de cette société Toka, hein, qui est une entreprise israélienne fondée par Ehud Barak, qui permet aux clients de pirater des caméras et de modifier leur flux, hein, tout comme dans les films de braquage hollywoodiens. Donc le 10 janvier 2010, hein, l'homme de confiance du Hamas avec les Iraniens, on a Mahmoud al-Hammoud qui est assassiné à Dubaï. Un mois plus tard, la police locale est stupéfiée, hein, par le monde. Israël a minutieusement été pris la main dans le sac en fait, hein, puisqu'on a regardé un petit peu toutes les séquences, hein, en circuit fermé de l'hôtel et on a passé au peigne fin et on a détecté plus de 30 assassins du Mossad. On a même révélé leur visage. Certains venaient d'Europe, d'autres d'Afrique du Sud, d'autres des États-Unis, d'Australie. Bref, certains, donc ils ont réussi à tous s'exfiltrer, mais on voit la puissance, hein, des caméras de surveillance et je crois que suite à cet échec, même si la cible a été assassinée, ça a été un échec au niveau de la sécurité des opérations, puisque même si les agents étaient grimés, hein, ils avaient, de toute façon, quand on fait ce genre d'opération, on a un masque, on a des perruques, hein, on a des camouflages. Ils ont quand même, hein, on a pu récupérer leur morphologie. Donc, ils se sont dit plus jamais ça. L'agence d'espionnage israélienne, hein, avait actuellement fourni à Toka. Donc, si on avait cette technologie, qui était utilisée par Toka, hein, 12 ans avant, il aurait été probable, hein, que les tueurs à gages, hein, les hitmen, n'auraient jamais été identifiés. Alors Toka, ça a été créé, hein, par l'ancien ministre israélien Ehud Barak, avec l'ancien chef de la sécurité des forces de défense israéliennes. On a le général de brigade Yoron Rosen, hein, à la retraite, et ses capacités sont pour la première fois évoquées dans cet article. La société vend tout simplement des technologies qui permettent aux clients de localiser les caméras de sécurité, les webcams, dans un périmètre donné et de tout simplement les pirater. Regarder leur flux en direct et même les modifier en temps réel, hein, voir les enregistrements passés. On a récupéré des documents internes, hein, obtenus par Arens et examinés par un expert technique. Ces activités sont réglementées par le ministère israélien de la Défense. Alors, ça a été créé en 2018, hein, bureau à Tel Aviv, Washington, travaille uniquement avec des clients étatiques au sein du gouvernement, des organes de renseignement, organismes d'application de la loi naturellement, en Occident, mais pas que. On a pu voir, suite à des documents internes qui ont été diffusés à partir de 2021, que la société avait des contrats avec Israël, hein, à hauteur de 6 millions de dollars et avait planifié ce qu'on appelle une expansion de déploiement existant en Israël, c'est-à-dire une couverture totale, hein, sur l'ensemble des caméras de surveillance qui tantôt se font pirater aussi par l'ennemi, hein. On a eu cette histoire début janvier 2022, on a un hacker palestinien qui a réussi à pirater toutes les caméras de surveillance sur le territoire et ça fait quelque peu flipper. Et ça a peut-être aussi fait réagir Israël en se disant que oui, si les ennemis le font, pourquoi pas eux? Donc c'est cette nouvelle technique, hein, un peu comme dans les films hollywoodiens où on peut changer directement les flux en temps réel, hein, fission comme Mission Impossible, et ça permet tout simplement d'effacer toutes ces traces, hein. Dès qu'il y a des surveillances vidéo, on va pouvoir totalement effacer nos traces comme on peut effacer nos traces sur un ordinateur qu'on pirate. Donc je vous laisse imaginer, hein, toutes les possibilités. Il y a également des pirates iraniens qui ont divulgué des images, hein, de l'attentat terroriste meurtrier à un arrêt de bus à Jérusalem. Et encore une fois, c'est grâce aux nombreuses caméras de surveillance installées par une agence de sécurité israélienne qu'ils ont pu parvenir à leur fin, hein. On a l'Iran qui a eu accès à ces caméras quasiment un an avant, et le produit de Toka, justement, il est destiné à de tels scénarios: pirater un réseau de caméras, surveiller son flux en direct, accéder aux archives, les modifier, le tout sans laisser de traces médico-légales. Alors, on a déjà, hein, de nombreuses sociétés israéliennes qui étaient au premier plan. On les connaît pour leurs frasques. On a Kandiru, on a NSO Group, hein, Pegasus. Vous avez certainement en entendu
parler, c'est des technologies sur mesure pour pirater des appareils populaires, hein, tels que des smartphones, des ordinateurs. Alors Toka, c'est un marché encore plus de niche, hein, au sein de l'industrie cybernétique, mais ça relie les mondes de la cyberattaque, de l'intelligence active et de la surveillance en termes d'intelligence. Alors, la société est également dirigée, en dehors de Barack et Rosen, par deux PDG, hein. On a Alon Kantar et Kfir Waldam. Donc, si on a des bailleurs de fonds aussi, on a des investisseurs, hein, notamment certains investisseurs de Facebook, hein. On a le Mark Anderson, qui est au conseil d'administration de Meta. C'est assez intéressant de revoir ces intrications. De toute façon, je vous avais toujours dit que Facebook est une société écran qui a été financée par les services de renseignement, hein. Je vous l'ai toujours dit, je vous redirige vers InQtel. INQTEL. Donc voilà, hein, ces moyens de pouvoir pirater les caméras de surveillance, pirater en fait tout simplement quasiment les caméras en temps réel et l'internet des objets, comme on les appelle aujourd'hui. Donc on peut prendre le contrôle de tout un terrain, hein, des caméras de surveillance, tout ce qui est sans fil. On peut même rentrer dans les voitures, hein, géolocaliser les voitures, contrôler à distance les voitures, hein. Mais je vous avais dit que on a des documents de la CIA, hein, qui parlaient d'assassinats ciblés en piratant maintenant les voitures en passant par leur système GPS. C'est assez inquiétant. Je vous laisse encore une fois comment les agences peuvent faire des assassinats ciblés, hein, qui soient totalement indétectables. Donc encore une fois, hein, ça donne beaucoup de puissance. Et le système de Toka, lui, il va exploiter les failles, les différents systèmes qu'il prend en charge, hein, pour les besoins opérationnels du renseignement. Et généralement, c'est pour la chasse aux terroristes, hein. Lorsqu'il y a une attaque terroriste, on va pouvoir utiliser cette technologie pour suivre les mouvements des terroristes en fuite, hein, à travers la ville, faire de la collection dite secrète, modifier les données visuelles, hein, et vous comprenez, hein, le poids inestimable, hein, pour les opérations militaires et les enquêtes criminelles. Alors, je vous disais comme dans les films hollywoodiens, parce qu'on est en plein dedans, hein. Si vous vous rappelez un petit peu du film Ocean Eleven de 2001, on a l'équipe d'élite, hein, avec notre George Clooney et Brad Pitt qui piratent le système de télévision en circuit fermé de la chambre fort du casino de Las Vegas. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, hein. Ils cherchent à s'y introduire, ils vont détourner le flux vers un coffre-fort fictif qu'ils ont construit tout simplement dans un entrepôt voisin. Les équipes de sécurité du casino sont aveuglées, hein, et ça va donner aux voleurs le temps de braquer le coffre-fort. 20 ans plus tard, ça y est, hein, c'est plus l'apanage des films d'Hollywood. La technologie de Toka permet aux clients de faire ça. Et bien plus encore. Non seulement détourner les flux en direct, mais aussi modifier les anciens flux, effacer toute preuve d'une opération secrète. Les documents techniques examinés par un pirate informatique éthique nous prouvent que la technologie de Toka peut modifier à la fois les flux en direct et ceux qui sont enregistrés, tout ça sans laisser aucune trace médico-légale, hein. Donc, ni d'indicateur de compromission qui permettrait d'identifier qu'il y a eu un piratage, hein, contrairement à Pegasus, hein, de NSO ou Predator d'Intelexa, qui laisse une trace numérique, hein, sur les appareils ciblés. On l'avait vu avec Citizen Lab, hein, ces ingénieurs canadiens qui avaient récupéré tous les indicateurs de compromission sur les portables qui avaient été piratés, notamment de journalistes et journalistes français, je rappellerai. Ce sont des capacités qui auparavant étaient inimaginables. L'avocat des droits de l'homme l'avocat des droits de l'homme Alon Sapir, c'est une technologie totalement dystopique d'un point de vue des droits de l'homme. Sa simple existence soulève de sérieuses questions. En théorie, une telle technologie peut être abusée. On peut imaginer que la vidéo soit manipulée pour incriminer des citoyens innocents ou protéger des coupables proches du système, ou même simplement un montage manipulateur à des fins idéologiques ou même politiques si elle tombait entre de mauvaises mains. Et j'irai plus loin, ça permet de faire des attaques sous faux pavillon, hein, avec de faux terroristes, et effacer les preuves si jamais les services inculpés, hein, qui ont fait les attentats se retrouvent, hein, malencontreusement sur les bandes. Alors, la collecte des renseignements, c'est une question sensible, hein, malgré l'absence de législation. La police déploie une surveillance de masse qui signifie qu'elle n'est pas pleinement encore autorisée à utiliser cette technologie, mais on en a d'autres qui sont connexes, hein, comme le système Hawkeye, dont personne ne connaissait l'existence jusqu'à, encore une fois, que les médias en révèlent l'existence, hein. Donc toute vidéo maintenant peut être manipulée devant un tribunal israélien comme preuve, et vous comprenez bien qu'il y a un problème
d'inadmissibilité. Hein. C'est un scénario dans lequel on est accusé de quelque chose et on ne sait pas si les preuves présentées sont réelles ou elles sont fabriquées de toutes pièces. Donc encore une fois, à l'image du deepfake, on va avoir de sérieux problèmes puisque maintenant on peut ne plus rien faire confiance à qui que ce soit, ni aux preuves, puisque tout peut être manipulé. Et c'est vraiment inquiétant. Ça permet de noyer dans le bruit encore les opérations secrètes, hein, puisque à qui profite le crime encore une fois, toutes ces technologies, et ça peut être fait à l'insu de quiconque, et c'est terrifiant parce qu'on peut s'en servir comme une arme. Donc selon Sir Bale, ces dernières années, nous avons commencé à voir l'exploitation à grande échelle d'appareils IoT vulnérables qui ont été exposés publiquement sur Internet. Hein. Un attaquant qui trouve une vulnérabilité dans un enregistrement vidéo numérique de télévision en circuit fermé ou dans un système de stockage réseau peut analyser facilement Internet, hein, et compromettre les appareils non corrigés situés n'importe où dans le monde. Hein. Vous le savez, de toute façon, on a quoi? Il suffit un scanner, un type Nmap ou un grille IP et un Shodan, quelques recherches sur Shodan. Si vous savez, vous connaissez les ports, hein, de ce qu'on appelle les DVR ou les webcams, vous pouvez facilement les pirater. Hein. Vous allez récupérer les mots de passe dans le manuel, hein, du fabricant. Vous pouvez faire des attaques de brute force, hein, sur les plus vieux appareils. Il y a également, hein, on peut faire des attaques au niveau des API, envoyer et faire du command injection directement à distance pour prendre le contrôle des caméras de surveillance. Il y a de nombreuses techniques, hein, et c'est pas très compliqué quand on sait ce qu'on fait. Et c'est inquiétant. Donc voilà, hein, n'importe qui possède une technologie de base et un savoir-faire web peut facilement trouver l'adresse IP, hein, sur laquelle ces caméras diffusent. Hein. Je vous avais montré, hein, comment j'étais rentré dans les caméras de surveillance. Hein. J'ai retiré la vidéo puisque elle était sensible et c'était encore une fois la meilleure façon de me faire striker ma chaîne. Mais c'est tout à fait possible. Hein. Un petit script Python qui faisait 30 lignes et voilà, un Shodan interconnexion via l'API et vous pouvez récupérer des caméras qui diffusent, qui sont connectées à Internet. D'accord? Et on va pouvoir passer et basculer même les flux, hein, et passer sur des flux de lignes aléatoires. Je vous donne un exemple. Je vais héberger un flux vidéo et je peux remplacer mon flux vidéo à partir de mon serveur vers le serveur, vers la caméra de surveillance. Du coup, on est en train de faire transiter deux flux. J'intercepte la communication, le flux qui est envoyé à la caméra et j'injecte le mien. On va faire très très simple. Ça me permet de faire exactement comme dans Ocean 11. D'accord? Le flux qui est réceptionné par l'utilisateur, c'est plus le flux de la caméra, c'est celui que moi j'envoie et qui est modifié en temps réel. On peut le faire. D'accord? Et ça peut aller très très loin. Il faut pas beaucoup d'équipement et ça devient de plus en plus inquiétant, hein, puisqu'on voit dans la nature de nombreuses attaques, hein, qui utilisent ces techniques. Donc tout ce qui est interface sans fil, Bluetooth, Wi-Fi, hein, c'est plus pertinent pour les attaques tactiques où l'opérateur se trouve au même emplacement physique que la télévision en circuit fermé ou l'internet des objets qui est ciblé. On a de différents fournisseurs qui utilisent également des chipsets sans fil fabriqués avec des fabricants de matériel tiers, comme on les appelle. Le problème, c'est que vous le savez, je vous le dis toujours, il y a des failles. Il y a des failles dans tel ou tel chipset qui va permettre non seulement d'attaquer ce chipset, mais en attaquant ce chipset, on va pouvoir attaquer plusieurs produits, hein, de différentes marques, puisqu'ils ont comme base le même chipset. Donc c'est en train d'accroître, de décupler la surface d'attaque et ça devient extrêmement inquiétant. D'accord? Donc vous avez accès à la caméra, au réseau local, on peut copier, rediriger le trafic vers nos propres systèmes, on peut bloquer ou modifier le flux vidéo envoyé. Donc encore une fois, je vous laisse imaginer quelques petits clients de Toka en passant: Israël, États-Unis, Allemagne, Australie, Singapour et d'autres pays, hein, pas très démocratiques. Et on a également, assez intéressant, l'US SOCOM, donc le commandement des opérations spéciales des États-Unis, et une agence de renseignement américaine. Donc pareil, comme Pegasus, hein, ça s'exporte bien et on voit, hein, donc tous ces techniques, hein, qui vont être utilisées pour pirater à la fois les webcams, les caméras de surveillance en circuit fermé et les internets des objets, puisqu'une caméra en circuit fermé, si elle est connectée à Internet, n'importe quel objet, hein, ça va être la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir que
tout est Internet des objets maintenant. Et c'est assez inquiétant. On va voir le protocole MQTT. Alors, on a fait de la rétro-ingénierie, hein. On a vu qu'on avait extrait du firmware pas mal d'informations. Donc ça, c'était l'ingénierie inverse, hein, matériel du micro-logiciel. On avait récupéré nos flags et on a été chargé maintenant d'identifier et d'exploiter les vulnérabilités connues de la caméra web. Hein, on avait vu qu'on avait des puces, hein, qui avaient été découvertes chez notre cher Père Noël, et il y avait également une caméra. Donc on va essayer d'attaquer la caméra, on va voir un petit peu, on va parler IoT, hein, Internet des objets, et visiblement la caméra, elle semble pas être à jour, donc on se dit qu'il y a peut-être des exploits au chaud, standard, public, qui vont nous permettre de prendre le contrôle et de reprendre le contrôle de l'atelier. Donc on va voir les bases, encore une fois, expliquer l'Internet des objets, pourquoi c'est important et pourquoi vous devez vous préoccuper de leur danger, pourquoi à la limite tu ne devrais pas acheter d'Internet des objets et surtout pas les mettre chez toi. Mais ça, c'est un autre problème. Je ferai une vidéo dédiée à part. Donc comprendre la différence entre un protocole spécifique à l'IoT, hein, l'Internet des objets, et d'autres protocoles qu'on a au niveau de nos services réseau. Comprendre aussi le modèle de publication, d'abonnement, hein, et comment on interagit en fait avec les Internets des objets. Vous le savez peut-être pas, mais Alexa, quand tu as un Alexa en fait à la maison, ou n'importe quelle intelligence artificielle, assistant, hein, comme on dit aujourd'hui, tu as une carte SIM, hein, et cette carte SIM en fait interagit avec un service, un microservice comme on l'appelle, et on utilise des interfaces de programmation pour faire ça. Donc en fait, ni plus ni moins, elle a un téléphone au cul, ton intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, mais aussi tous tes objets. Donc vous imaginez bien que ça peut être un peu scandaleux. On a eu des nounours, des jouets chinois qui enregistraient toutes les conversations et ça partait en Chine. Donc encore une fois, méfiez-vous, même les jouets maintenant peuvent vous espionner. C'est la beauté de la chose, bienvenue au 21e siècle. Donc plus sérieusement, Internet des objets. Donc Internet of Things, Internet des objets. Hein. IoT, je parlerai d'IoT maintenant. Donc ce sont des choses, mais ce sont des choses, des appareils qui sont interconnectés et qui dépendent fortement de la communication en fait pour atteindre les objectifs de l'appareil. Les IoT, ils incluent des thermostats, des caméras web, des réfrigérateurs intelligents, d'accord? Plein de choses, hein, même des choses très intimes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Vous voyez ce que je veux dire. Donc la définition formelle de l'IoT, hein, c'est donc en anglais IoT, c'est en gros changer en fonction de ce qui le définit, d'accord? Pour être utilisé au mieux, c'est un appareil qui envoie et qui reçoit des données pour communiquer avec d'autres appareils et d'autres systèmes. Donc je vous laisse imaginer si on arrive à pirater tout ça. On attaque votre réseau à partir de votre Internet des objets. Bref, et on prend le contrôle. L'IoT définit une catégorisation aussi étendue des appareils avec des capacités et des objectifs variables, ce qui les rend importants, hein, ou garantit que nous, en cybersec, on s'y intéresse, hein, puisqu'on va avoir, je crois, à l'horizon 2030, on aura limite plus d'Internet des objets qu'il n'y aura d'ordinateurs sur cette terre, d'accord? Et puis en plus avec l'interconnexion, vous avez pas trop le choix, 5G, bientôt 6G, ça va être gai tout ça. Et ça va nous donner encore plus de boulot en cybersec. C'est un peu inquiétant d'ailleurs. Mais bon, j'ai dit que je ferais pas de politique. Donc, l'IoT, ça classe les appareils uniques. Par exemple, hein, on a des réfrigérateurs intelligents. On a même, là, dernièrement, Amazon qui a sorti des chiottes à 11 000 euros intelligents, hein, avec Alexa. Bon, bref, moi, ça me rend fou, cette société, mais vous savez un petit peu ce que je pense sur ce monde. Et on a plein d'autres catégories. Hein. Ceux que vous connaissez le plus, c'est tout simplement les appareils mobiles. Ils ont tendance à être légers. Hein, ça veut dire que les fonctionnalités de l'appareil sont parfois limité aux seuls éléments essentiels. Et parfois, vous allez vous retrouver avec des cafetières chinoises avec des webcams et des micros. Pareil, c'était il y a 6 ou 9 mois. Donc attention au matériel que vous achetez et puis à qui vous donnez vos données. Hein. Aux Chinois, aux Russes, aux Américains, faites votre choix. Donc, en raison de leur nature légère, les caractéristiques modernes peuvent être laissées de côté ou négligées. L'une des plus préoccupantes pour nous, chercheurs en cybersécurité, enfin moi je le suis pas, hein, mais c'est la sécurité, hein, des gens. Et puis, comme on vit, hein, dans une ère moderne aussi de surveillance de masse, on peut se poser des questions légitimes en tant que citoyen, hein, sur la condition et quelle société ça va créer. Mais bon, ça c'est un autre problème de fond. Et surtout, c'est que ces objets sont faits pas cher, très vite.
parfois en Chine, très souvent en Chine. Et bien qu'il y ait des fonctionnalités de base, la sécurité, parfois, bah, elle n'est pas incluse. On sort des produits, on les sort très vite et la sécurité n'est jamais vérifiée sur la plupart des systèmes qu'on vous vend. Même des systèmes ultra chers. On a vu toutes les failles qu'il y a pu y avoir depuis l'apparition des IoT. Maintenant, ça fait plusieurs années. Donc, deuxièmement, les appareils sont interconnectés. Donc, ça implique qu'il n'y a aucune interaction humaine. Pensez à l'authentification dans laquelle un humain va utiliser un mot de passe pour la sécurité, peut-être de la biométrie, en tout cas, un secret que seul vous connaissez. Moi, je peux pas rentrer dans ta tête, d'accord? Par contre, bah, ces appareils, non seulement ils sont conçus pour communiquer efficacement les données, mais également négocier un moyen de communication sécurisé de sorte que l'interruption humaine n'est pas requise. D'accord? En utilisant un mot de passe. Et en plus, ils enregistrent des informations sur vous, puisque votre assistant, au fil du temps, Alexa et tant d'autres, Siri, va en apprendre un peu plus grâce aux machine learning, deep learning, etc., etc. D'accord? Donc, troisièmement, ces appareils sont conçus pour être interconnectés. Donc, si un appareil utilise un protocole X et l'appareil B utilise un protocole Y, vous avez bien compris qu'on se retrouve avec un problème de compatibilité. Le but, c'est d'avoir une interopérabilité. Donc, le même concept peut être appliqué à la sécurité. Lorsque les appareils sont incompatibles, bah, il pourrait revenir quoi? Peut-être à une communication non sécurisée. Alors là, qu'est-ce que tu veux dire, saltimbanque? Eh ben, imagine que tu as un appareil qui est bien sécurisé. Il y a eu une bonne implémentation des mécanismes de communication. Et je vais arriver avec un vieux jouet chinois. Je donne un exemple comme ça. Et en fait, le jouet, la peluche, elle va downgrade ton appareil pour pouvoir communiquer. Et comme la mienne, ma peluche, ne gère pas ton niveau de sécurité au niveau de la communication, eh ben, il va y avoir automatiquement une attaque de downgrade. Et à partir de là, vous connaissez en hacking, les attaques de downgrade, ça nous permet de contourner les sécurités via de l'affaiblissement. D'accord? Donc n'oubliez pas que la sécurité, elle est souvent considérée comme secondaire et vous ne pouvez pas garantir qu'un appareil puisse communiquer en toute sécurité avec d'autres appareils. Et ça peut être peut-être sa faiblesse, son maillon faible. Et très souvent, les produits, je vous le dis, sortent vite et ce n'est pas la sécurité qui prime, c'est faire de l'argent. Vous vivez dans une société capitaliste, oligopolistique. D'accord? Donc, le but, c'est de faire du cash. C'est votre sécurité, ils en ont rien à faire. Je vous le dis tout de suite. Et en plus, c'est après des outils qui peuvent au quotidien être militarisés, vous pirater, vous espionner. Donc, à vous de voir si vraiment vous voulez ça chez vous. Je vous laisse réfléchir. Donc, on va couvrir les fonctionnements des protocoles IoT. On va étudier les exemples dont la façon les appareils peuvent ou non corriger les défauts et puis comment ils communiquent. Donc, on va introduire le protocole IoT. Alors, un protocole IoT, ça classe tout protocole utilisé par une périphérique IoT. Ça peut être une machine à machine, comme on dit, une machine via une gateway, une passerelle, ou une machine directement vers le cloud. On a dit 3 types de communication. Donc, vous l'avez compris, votre Internet des objets, va envoyer et recevoir des données pour communiquer avec d'autres appareils, d'autres systèmes. Donc, dans cet esprit, l'objectif d'un protocole IoT devait être efficace, fiable, sécurisé. C'est la base en cybersécurité. On retient 3 protocoles essentiels: machine to machine, machine to gateway, machine to cloud. C'est comme ça qu'on les appelle en anglais. Ensuite, on peut diviser et segmenter en 2 grands types. On a d'abord tout ce qui est protocole des données au niveau de nos IoT, nos Internet des objets, et également tout ce qui est protocole réseau. Alors, ça peut être parfois trompeur au vu de leur nom, mais ils sont tous les deux utilisés pour communiquer de la data. D'accord? Là où on peut trouver une différence, c'est au fait comment la communication se passe. On va dire que l'IoT Data Protocol, ça se base sur le TCP/IP que vous connaissez tous, qui est le TCP, c'est le Transmission Control Protocol, et l'IP, vous savez que c'est l'Internet Protocol. D'accord? Ce modèle, vous le retrouvez tout le temps sur vos ordinateurs. C'est pas propre, encore une fois, aux IoT. Et ensuite, on a le protocole réseau des IoT. Là, ça va se baser sur des communications sans fil. Je vous ai dit qu'on peut acheter en lot, en fait, des cartes SIM. Et la plupart de vos IoT, bien sûr, ils peuvent communiquer
avec d'autres protocoles. On peut utiliser le Wi-Fi, on peut utiliser le Bluetooth. Mais très souvent, ils auront une carte SIM, exactement comme votre téléphone. Et du coup, ils seront identifiables via l'IMSI notamment. Ça fonctionne un peu différemment. On y reviendra, puisqu'avec la 5G, en fait, on est en train de complètement modifier le modèle. Mais bon, bref, c'est hors sujet de cette vidéo. Donc il faut comprendre ces concepts. Et la plupart doivent vous être familiers. Alors on pourrait dire que le protocole de données, c'est typiquement ce qu'on connaît déjà. Ça va s'occuper des services réseau et on va pouvoir interagir, utiliser de façon quotidienne des protocoles tels que HTTP, SMB, FTP, plein d'autres services. Et c'est un peu l'épine dorsale, d'accord, avec les autres protocoles IoT. Et lui-même fait partie, c'est l'épine dorsale du protocole de données en soi. Beaucoup de communication en HTTP en fait. Qu'on parle de réseau classique ou du sans fil, ça reste des protocoles qui ont exactement les mêmes buts. Et c'est des protocoles de données, donc communication de données. D'accord? Là, alors, vous allez me dire quelle est la différence. La différence en soi, c'est comment on atteint ces objectifs. Plutôt que se reposer sur des protocoles TCP classiques, ces protocoles vont utiliser, je vous disais, la technologie sans fil, telle que le Wi-Fi, le Bluetooth. On a également Zigbee et Z-Wave, pour transférer la donnée et communiquer entre les différentes entités. Puisque vous savez que l'Internet des objets, c'est limite un autre Internet que celui qu'on connaît et qui va faire que s'accroître. Je vous disais que à l'horizon 2030, on avait prévu d'avoir plus d'IoT qu'on aura même de machines sur Terre. Donc il est intéressant de connaître tout ça tout simplement puisque il faut comprendre en fait les interactions entre les différents équipements, nos internets des objets, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui les fait fonctionner. Ce sont les protocoles de données. On va essayer de creuser un peu plus. Alors, vous savez qu'on a des strates aussi en logiciel. On a ce qu'on appelle des middleware. Les middleware viennent s'intercaler. Alors, c'est un anglicisme, c'est ce qu'on appelle un intergiciel. L'intergiciel, comme son nom l'indique, c'est un logiciel tiers qui crée un réseau d'échange d'informations entre différentes applications informatiques. Le réseau est mis en œuvre par l'utilisation d'une même technique d'échange d'informations dans toutes les applications impliquées à l'aide de composants logiciels. Alors, ça va permettre la communication entre les applications, que ce soit les ordinateurs qui sont impliqués, avec des caractéristiques matérielles et logicielles, des réseaux informatiques, des protocoles réseau, des systèmes d'exploitation qui sont tous impliqués. Alors, les techniques les plus courantes d'échange d'informations, c'est l'échange de messages, l'appel à des procédures à distance, notamment via les RPC, et la manipulation d'objets à distance, puisqu'on parle en programmation orienté objet. Et les middleware sont typiquement utilisés pour cimenter, pour relier, on va dire, les applications informatiques qui sont disparates des systèmes d'information dans les entreprises et les grandes institutions. D'accord? Middle, en anglais, vous le savez, milieu, et ware, software, abréviation de software. Alors, comment ça fonctionne, grosso modo, si on devait résumer trivialement, c'est une forme de protocole de message. Ça va faciliter la réception et l'envoi de messages ou d'une charge utile en programmation entre deux parties, communication bipartite. Alors, les protocoles de messagerie, ils communiquent, mais ça permet de faire communiquer deux équipements via un serveur indépendant qu'on va appeler justement le middleware. Vous l'avez sous les yeux. D'accord? Ou ça va également négocier aussi la communication. Il faut trouver, pour pouvoir communiquer, je vous dis toujours, il faut s'accorder sur des protocoles d'échange de données. Là, on va s'accorder sur la méthode de communication entre le client A et le client B. Et l'homme du milieu, ça sera notre middleware. On utilise un middleware tout simplement parce que la plupart de vos IoT sont limités en traitement de calcul. D'accord? Vous savez qu'on réduit les coûts au maximum. Je vous ai dit que ça pouvait très souvent, malheureusement, en faire pâtir la sécurité informatique, puisque c'est pas la sécurité qui prime, c'est réduire à moindre coût la fabrication de ces internets des objets. Et le but, c'est qu'ils soient légers et efficaces. Donc, par exemple, on peut utiliser un protocole robuste, tel que l'HTTP. Dans ce cas-là, on va avoir un serveur qui va se mettre au milieu, vous l'avez compris, et qui va permettre la communication, de traduire en fait les méthodes de communication entre les deux parties, notre client A et notre client B. Comme ça, ils peuvent s'entendre, ils peuvent comprendre. On voit qu'il y a une traduction d'un côté avec les protocoles
IoT, ça c'est avec notre client A, et avec le client B, on va interfacer cette fois-ci via un protocole HTTP. Encore une fois, échange de données, mais en fonction du sens de la communication, du middleware vers le client A ou du middleware vers le client B, on n'utilise tout simplement pas les mêmes méthodes de communication. Alors, encore une fois, le but, c'est la compatibilité entre les différents protocoles. Le middleware, justement, est là pour résoudre tous ces problèmes et parfois on peut avoir quand même des problèmes de communication. Il va être incapable de traduire toutes les communications. Et c'est là que interviennent les attaques peut-être de downgrade. Alors on va parler de quelques protocoles. On a le MQTT, c'est le Message Queuing Telemetry Transport. Donc c'est un protocole léger qui va se baser en fait sur le principe de publisher et de subscriber. C'est un modèle en informatique qui va permettre d'envoyer et de recevoir les messages. D'accord? Si je suis le publisher, je publie littéralement, j'envoie de la donnée. Si je suis l'abonné, le subscriber, je reçois les messages. Ensuite, on a le COAP. Alors, COAP, c'est le Constraint Application Protocol, donc protocole d'application contrainte. On pourrait le traduire. Alors, ce sont tous des middleware au niveau de la communication, que ça soit bien clair. Ça va traduire cette fois-ci les communications HTTP en quelque chose d'utilisable. Au niveau de nos moyens, nos médiums, ce sont nos internets des objets. On sait que ce sont des équipements légers. Léger, donc qui dit client léger, il faut qu'il y ait une partie des calculs, des communications qui soit gérée par quelque chose, par justement le middleware, par un backend, si vous le voulez. Ensuite, on a l'AMQP, AMQP, on dirait en anglais, c'est l'Advanced Message Queuing Protocol, donc protocole de message avancé en fil, le principe de queue. Donc c'est un protocole transactionnel qui cette fois-ci va permettre de recevoir, de mettre en file d'attente et de stocker aussi les messages, les charges utiles entre les différents équipements. On a le DDS, le DDS c'est le Data Distribution Service. Donc on dirait au niveau de son extensibilité, en informatique matérielle et logicielle et en télécommunication, l'extensibilité ou la scalabilité. On parle de scalability. En anglais, ça désigne la capacité d'un produit à s'adapter à un changement d'ordre, de grandeur et de la demande. On parle de monter en charge. Le but, c'est garder sa capacité, maintenir ses fonctionnalités, accepter des montées de version, peu importe la taille du modèle. Donc encore une fois, ça se base sur le Publish Subscribe model et ça permet d'envoyer et de recevoir des messages. Ensuite, l'HTTP que vous connaissez tous, l'Hypertext Transfer Protocol. Là, cette fois-ci, on n'est plus dans du middleware, on est dans une communication qu'on dit device to device, d'équipement à équipement. Ça permet une communication, c'est une méthode traditionnelle pour faire communiquer les équipements qui soient à la fois légers, comme nos IoT, soit de large communication de données. Vous savez que ça permet de faire fonctionner Internet. Et nos WebSockets, très important aussi. On n'est toujours pas sur un middleware. Les 3 premiers protocoles étaient des middleware, les 4 premiers, pardon. Ces 2 derniers sont des device to device. Un WebSocket, c'est pareil. Ça permet un modèle client-serveur qui va permettre d'envoyer des données sur une connexion TCP. Alors, on va creuser un peu le principe du MQTT. Je vous ai dit, de nombreux GAFAM utilisent le MQTT. Je vous ai cité, je crois, au début de la vidéo, je vous ai parlé de Facebook Messenger. Je crois que WhatsApp utilise également ces technologies. Oui, il y en a un peu partout, vraiment. On connaît pas trop, mais en fait, c'est ce qui permet de faire fonctionner beaucoup de messageries. Entre autres, pas que. Et également, vous l'avez compris, des internets des objets. Alors, on va développer ce principe de publisher-subscriber, ce modèle. Pourquoi ? Tout simplement parce que le MQTT se base justement et on a remplacé le middleware, vous le voyez, par un broker. Le broker, encore une fois, analogie avec le monde des affaires. Vous savez qu'est-ce qu'un broker ? Un broker va acheter, on va dire, des matières premières. Peu importe, en fait, va négocier des prix, va acheter en lot, en volume, et ça permettra de faire une plus-value. Il va revendre ça. Donc c'est ça. Un broker, c'est quoi ? Il achète et il vend. En termes économiques. On va faire très simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis pas prof d'informatique et je suis encore moins prof d'économie. Mais vous voyez très bien. Donc là, le broker, vous l'avez compris, c'est lui qui va gérer. Il va négocier les messages qu'on dit publier et il va gérer les attentes, les requêtes, les queries au niveau des souscriptions, des abonnés, on va dire.
Donc voilà le diagramme. On voit le message qui part du publisher, qui est envoyé au middleware, qui est le broker, et notre broker envoie le message à l'abonné du publisher. Et on voit que si l'abonné demande et requête, si jamais il y a de nouveaux messages, le broker récupère la communication et c'est lui qui va interagir et éventuellement renvoyer le nécessaire, si c'est le cas. D'accord? Donc tous les appels, c'est le broker qui le gère vers le publisher et il interface en fait avec l'abonné. C'est lui qui lui répond. Donc on a bien ce principe de l'homme du milieu, notre broker. Donc c'est plutôt simple, mais ça marche bien. Le publisher, il envoie un message au broker. Le broker continue de relayer le message jusqu'à qu'un nouveau message soit publié. Et notre abonné, il peut essayer de se connecter au broker et recevoir un message. Un broker, on le traduirait par courtier, je pense. Donc voilà, c'est un protocole extrêmement simple, mais qui fonctionne bien. Là, on est sur un modèle très simple. Qu'est-ce qui se passe si je dois transférer de la donnée entre plusieurs équipements? Est-ce qu'il y a différents publishers et plusieurs abonnés? Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils peuvent se connecter à un seul broker? On peut clairement utiliser un seul broker et pas le multiplier, mais vous avez bien compris que c'est faisable, mais ça risque d'accroître en fait la charge au niveau du serveur, tout simplement de façon non nécessaire. Donc encore une fois, il faudra supporter la charge. Et puis au niveau de la sécurité de nos méthodes de communication, il faut s'assurer de l'intégrité des messages. Ça veut dire que il faut pas qu'il y ait un publisher qui réécrive un autre, qui est un défaut au niveau des messages qui sont envoyés et que ça crée des risques d'écrasement des messages. Encore une fois, il faut que ça soit bien compartimenté pour pas entraîner des dysfonctionnements. C'est ce que vous avez un peu sous les yeux. On a un courtier qui peut stocker plusieurs messages de différents éditeurs en utilisant ce qu'on va appeler des sujets. On parle de topic en anglais. Un sujet, c'est une valeur semi-arbitraire prénégociée par l'éditeur et l'abonné qui va être envoyé sous forme de message. Le format d'un sujet comprend généralement cette syntaxe. On voit le name /id /function, la fonction. Lorsqu'un nouveau message est envoyé avec un sujet donné, le courtier va le stocker ou l'écraser sous le sujet et transmet aux abonnés qui sont abonnés. Donc encore une fois, on va remplacer. Là, on voit notre topic A, ABCD, c'est le message, et le topic B, on a notre message 1, 2, 3, 4. D'accord? Et les publishers se connectent au courtier, au broker. Là, on a un autre diagramme de plusieurs abonnés qui vont recevoir des messages de sujets distincts d'un courtier. Alors encore une fois, on a un canal de communication qui est bipartite. Qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages du sujet A? Le message c'est ABCD, il est envoyé par le broker à l'abonné A. L'abonné B, pareil. Quels sont les messages au sujet de B? Le topic B, le message c'est 1, 2, 3, 4. On va le renvoyer. D'accord? Donc, voyez un petit peu maintenant comment ça fonctionne. J'espère que c'est un peu plus clair. Alors, je vous ai parlé déjà ce principe de synchrone asynchrone que vous retrouverez toujours. Là, c'est de l'asynchrone. Au sein, c'est la nature même de cette communication. D'accord? C'est-à-dire que l'éditeur peut publier à tout moment et l'abonné peut s'abonner à un sujet pour voir si le courtier a transmis les messages. En règle générale, on va dire que les abonnés et les éditeurs continueront de tenter de se connecter au courtier pendant une durée spécifique. Nous devons maintenant comprendre la fonctionnalité de ce modèle et pourquoi un IoT va l'utiliser. Donc je vous disais, on a ce principe de publication abonnement qui est utile pour toutes les données qui sont conservées de manière asynchrone ou reçues par plusieurs appareils différents d'un éditeur. Un exemple courant de modèle de publication abonnement pourrait être un thermostat qui va publier un broadcast sa température actuelle. On a plusieurs thermostats qui peuvent publier sur un seul courtier et plusieurs appareils peuvent s'abonner entre guillemets au thermostat dont ils souhaitent les données. Techniquement, vous connaissez la domotique, donc l'intégration de l'informatique au sein de nos objets du quotidien à la maison. Pour moi, c'est une hérésie parce que ça va encore accroître la surface d'attaque chez nous. On a déjà des cyberattaques au boulot, maintenant on va se taper des cyberattaques à la maison. C'est de la connerie pure et dure. Je vous ai parlé de ces chiottes à 11 000 € que sortait Amazon là, qui sont connectés. Est-ce que vraiment c'est ça l'avenir
de l'humanité, hein. Est-ce que c'est vraiment important? Euh, Si on les compare à d'autres sujets de fond qui sont bien plus graves, hein, le réchauffement climatique, et bref, pas que. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un Chiat à 11 000 euros de chez Amazon connecté à Alexia? Honnêtement, est-ce que tu en as vraiment besoin? Moi, j'en ai pas besoin. Je préfère chier en paix. Hein. Alors, voilà, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est le protocole MQTT. Il est léger, faible encombrement, bande passante minimale. Hein. Encore une fois, on a des puces restreintes. Hein. Et donc, on déporte soit le calcul, soit on en fait le minimum. Sinon, bah, vous imaginez bien qu'il faudrait des puces ultra puissantes. Alors c'est possible, hein, avec de l'ARM, on commence à avoir, via du risque, des puces qui sont ultra performantes, que vous avez d'ailleurs dans vos derniers smartphones à 1800 euros. Autre question légitime, est-ce que tu as vraiment besoin d'un téléphone à 1800 euros? Donc, on pourrait les intégrer, hein, dans ces IoT, mais vous avez bien compris que via les économies d'échelle et le matériel bas de gamme, entre guillemets, mais on va voir que ça a une conséquence directe en fait sur la sécurité des objets connectés que vous avez à la maison. Et ça, c'est plutôt vraiment inquiétant. Bref, les protocoles, est-ce qu'ils sont intrinsèquement vulnérables au niveau de nos internets des objets? Oui, 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 très souvent oui. Hein. Parfois non, tout va dépendre. En fait, on a, vous le savez, on a des phases, hein, un peu comme dans les voitures. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6. Et c'est vrai que les premiers protocoles et les premiers internets des objets qui ont été lancés il y a quelques années, voire même pour certains plus de quoi, quasiment 10 ans, hein, même si ça restait un marché de niche. Aujourd'hui, on en parle plus. Hein. Même ma grand-mère sait ce qu'est un IoT. Voilà, on est en train d'essayer de solutionner ça. Mais pensez que du vieux matériel, il y aura de fortes chances qu'on puisse faire tout et n'importe quoi. Hein, je rappellerai, il y avait des jouets aux États-Unis fabriqués je ne sais plus où, aucune importance, mais c'est un jouet, une poupée ou un robot qui permettait de communiquer avec les enfants. Il a une caméra, il a des micros. On a vu qu'on pouvait activer ces caméras et ces micros à distance. Donc encore une fois, hein, le parfait espion sous la forme d'un jouet qui va espionner ce que dit papa et maman, hein, parce que ce que dit les enfants, on s'en fout. D'accord? Vous voyez comment on peut militariser la technologie? Et encore une fois, même les jouets de tes enfants, fais attention à ce que tu dis. Tu pourrais quoi? Bah, tu pourrais te faire manger et ton obsèque pourrait en pâtir. Qu'est-ce que tu racontes le soir? Qu'est-ce que tu racontes chez toi au boulot? Est-ce que tu exprimes tes pensées? Est-ce que, encore une fois, tout ça peut être capté. Hein, tu parles, à côté, il y a ton téléphone. Tu sais que ton téléphone enregistre tout. C'est pareil. Ben, là, c'était le smartphone. On le savait. Hein, les gens qui sont éduqués en cybersécurité, vous savez que votre smartphone est un parfait petit espion. Mais là, maintenant, les jouets de tes enfants. Hein, on commence à devenir dans un monde totalement paranoïaque. Et encore une fois, ça peut être détourné soit pour vous espionner, une partie adverse, soit bah, ça peut être peut-être retourné contre la population et on pourrait espionner en masse les utilisateurs dans un pays. Hein, sûrement une dictature. Nous, on est des démocraties. Jamais on ferait ça. D'accord? Mais on commence à entrer dans un monde totalement orwellien. C'est 1984 d'Orwell. Et aussi Le meilleur des mondes de Huxley. 2 bouquins que je vous conseille de lire. Très bon bouquin de science-fiction. Très sombre, mais qui sont de plus en plus, pas de la science-fiction, mais tout simplement ce qui va se passer dans quelques années si on rectifie pas le tir. Donc on a identifié les relations entre les protocoles IoT, hein, les services réseau, le fonctionnement des protocoles de messagerie, mais reste la question en suspens de la sécurité des protocoles IoT. Alors, on va se concentrer sur ce qu'on connaît le mieux. On a vu qu'on utilisait du HTTP, hein, HTTP, HTTPS, donc avec du TLS, SSL. Hein. Les vulnérabilités HTTP, elles se réfèrent souvent à une vulnérabilité dans le logiciel, l'application, hein, qui est construite hors du protocole. Alors, ça signifie pas que les protocoles sont absents de vulnérabilité, naturellement, mais ils possèdent généralement des exigences strictes et nécessitent des révisions avant la publication ou l'adoption publique. D'accord? De même, les protocoles IoT ne sont pas intrinsèquement vulnérables. Alors, c'est quoi qui va les rendre non sécurisés? Alors, avant de donner une explication plus formelle, hein, on pourrait dire que les paramètres par défaut du protocole MQTT, lors de son premier déploiement, il va se passer
des choses bien précises. Si on résume, on a notre courtier, notre broker MQTT qui va attribuer à tous les appareils qui sont connectés un accès en lecture et en écriture sur tous les sujets. Topic. C'est-à-dire que tous les appareils peuvent maintenant publier et s'abonner à un sujet. Nous devons être d'accord avec cette idée de départ. Dans l'exemple de mon thermostat, nous ne communiquons que les températures. Donc l'intégrité des données ne devrait pas être un problème. Mais développons un petit peu ce sujet. On connaît le principe CIA, confidentialité, intégrité, disponibilité. Elles doivent, nos données, suivre ce principe. Les meilleures pratiques, du best practice, et ça doit être aussi fidèle que possible. C'est-à-dire que les données ne doivent pas être lues ou manipulées par des sources non autorisées et doivent être accessibles aux utilisateurs autorisés uniquement. Conformément aux meilleures pratiques, l'authentification et l'autorisation devaient être mises en œuvre pour empêcher les acteurs potentiellement mauvais de compromettre tout simplement cette triade. CIA, c'est les bases en sécurité des opérations et InfoSec, sécurité de l'information. D'accord? C'est le risque qu'on prend avec tous ces appareils IoT. Parce qu'encore une fois, on parle de best practice, de meilleures pratiques. Et les meilleures pratiques, tu le fais ou tu le fais pas. Il n'y a rien qui t'oblige. Donc, qu'est-ce qui se passe si elles sont pas prises en compte? En fait, le risque va dépendre uniquement du comportement de l'appareil. Disons qu'un appareil fait confiance à un éditeur MQTT. Il va analyser les données ou les commandes pour effectuer des actions affectant les paramètres de l'appareil. Un attaquant pourrait éventuellement envoyer un message malveillant pour effectuer des actions involontaires. Par exemple, un thermostat qui envoie un message avec un format spécifique au broker, au courtier, et un abonné qui analyse le message, il va quoi? Il va peut-être pouvoir modifier la température. D'accord? Je peux quoi? Je peux te tuer. En quoi? Pas te tuer, peut-être pas. Enfin si, avec de très longues souffrances. Tu vas être brûlé au 3e degré. Qu'est-ce que je fais? Je vais demander au thermostat de faire monter l'eau chez toi à 100 degrés, 120 degrés, 130 degrés. Et quand tu vas aller à ta douche, en principe, le thermostat règle la température de la douche. La douche qui devrait sortir, je sais pas, peut-être à 30, 35, 40 degrés. Elle va être à 120, 130 degrés. Tu vas te retrouver brûlé au 3e degré. Qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? Qui on juge? Et d'autant plus si on peut prendre le contrôle à distance. Imagine que je fasse la même chose avec un ascenseur. L'ascenseur, tu te demandes de descendre 5 étages. L'ascenseur, il va désactiver tous ses systèmes de protection et il va chuter. Et tu peux mourir dans ton ascenseur. Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera responsable? D'accord? Donc, on voit l'interconnexion de ces Internet des objets. Ça va être un problème majeur. Et ça va permettre, je suis désolé, j'aborde toujours les sujets qui fâchent, mais ça va permettre des assassinats ciblés sur des cibles par des services compétents ou par des mafias, des groupes mafieux, des pirates. Et on va pouvoir détourner, prendre le contrôle de ta voiture et mettre un petit coup de frein à main sur l'autoroute à 130 km/h et tourner le volant. D'accord? On va pouvoir faire cracher ton ascenseur. On va pouvoir te brûler au 3e degré ou 2e degré avec ta douche. C'est quand même dangereux. On se rend pas compte, en fait. On se dit, oui, c'est des objets du quotidien. Mais tu peux également, je vous dis tout le temps, vous connaissez mes vidéos, si vous suivez cette chaîne, qu'est-ce que je vous répète tout le temps? Toute technologie peut être militarisée. Et ça, c'est inquiétant. D'accord? Et en plus, il y a, encore une fois, il y avait des documents de la CIA qui avaient fuité et qui expliquaient que, en effet, pouvoir pirater une voiture à distance avec son système embarqué, ça serait une solution pour l'agence pour éliminer des cibles de haute valeur. Donc il n'y a même pas de complot. Il y a même des documents de la CIA qui attestent de tout ça. Dans quel monde on va vivre? Je vous pose la question. À qui vous pouvez encore faire confiance? Plus grand monde, et vous ne pouvez même plus faire confiance aux objets de votre quotidien qui vont venir vous espionner dans le meilleur des cas ou pourront peut-être vous tuer dans le pire des cas, vous blesser gravement. C'est inquiétant quand même, ce monde-là qui se dessine. Je sais pas, ou c'est peut-être moi qui suis paranoïaque. Ça doit être ça. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment complexe et encore une fois, on est en train d'accroître cette surface d'attaque. Qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va pouvoir endiguer tout ça? Il faut des garde-fous puisque ça peut avoir des conséquences critiques. Des dispositifs critiques. Qu'est-ce que je fais si j'arrive à pirater ton pacemaker? On a prouvé qu'on pouvait pirater certains pacemakers à plus de 30 mètres.
et je tue des gens, d'accord? Et en totale impunité, si je le fais bien. C'est indétectable. Et la personne, elle va faire un malaise. Non, non, je viens juste de pirater, quoi? Bah, son pacemaker. Ok? Il y a de la télémétrie. On veut récupérer la télémétrie du patient. Mais moi, maintenant, si je peux injecter de quoi? Des informations. Et on est en train de trafiquer la télémétrie. D'accord? Donc, comme tu peux pirater un satellite en lui envoyant des fausses informations, je vais pouvoir pirater tous tes appareils. D'accord? Et ça a de réelles conséquences. Hein, je te parlais de quoi? D'un pacemaker. Je peux te parler de quoi? Des pompes à insuline. D'accord? On a des preuves de concept et des chercheurs en cybersécurité qui ont montré qu'on pouvait pirater des pompes à insuline et augmenter par 10 fois la dose. Mais si vous faites ça, le patient il va faire une overdose d'insuline. Vous allez le tuer. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Comment on se protège de tout ça? Et ça va être des problèmes qui vont devenir de plus en plus prépondérants. C'est pour ça que c'est inquiétant et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire quelque chose pour sécuriser notre société, les individus et puis nos objets du quotidien. Donc pour récapituler, une instance MQTT peut être précaire en raison des meilleures pratiques de réglementation des données inappropriées, et une instance peut être vulnérable si le comportement de l'appareil permet à l'attaquant d'effectuer des actions malveillantes à partir de l'interaction attendue. Notez la différenciation entre non sécurisé et vulnérable. Une mise en œuvre non sécurisée, ça peut permettre à un attaquant d'exploiter une vulnérabilité, mais ça ne veut pas dire forcément que la mise en œuvre est intrinsèquement vulnérable. D'accord? Donc dans la prochaine tasse, on va développer cette idée, on va essayer d'identifier des méthodes pour utiliser et identifier le comportement d'un appareil donné. Alors, abus du comportement du dispositif, on va essayer d'aborder et identifier les informations sur le comportement de l'appareil. On a vu, on a défini, et on a bien compris maintenant que les appareils IoT sont vulnérables en raison du comportement de leurs applications. Voyons maintenant brièvement comment analyser le comportement d'un appareil pour ses points d'entrée, dits vulnérables, et comment on peut les manipuler. Alors, déjà, on va sniffer la communication. Tout ça, c'est les techniques supposées que pourrait faire un attaquant. Sniffer la communication, analyse du code source, rétro-ingénierie et de la documentation, naturellement pour comprendre la surface d'attaque. Alors, je vous disais sniffer la communication pour déterminer tout simplement le protocole utilisé, le middleware ou l'adresse du courtier, le comportement éventuel de la communication. Par exemple, non chiffré en HTTP, les demandes elles sont envoyées à un serveur central qui vont être ensuite traduits en paquets COAP. Comme on l'a vu en préambule, on a vu que c'était un protocole utilisé par les middleware. Rappelez-vous, nous pouvons observer les paquets en HTTP et rechercher des sujets ou des formats de messages que les fournisseurs doivent masquer, paramètres, commandes, etc., pour interagir avec l'appareil. Donc, si tu utilises de l'HTTP et qu'on peut sniffer les réseaux et qu'on peut lire les informations, tu as bien compris que c'est exactement comme on faisait une application web. On va trouver des paramètres et on va pouvoir faire de l'injection de commandes et pousser des RCE. D'accord? Pousser une RCE sur un vibromasseur, ça peut faire mal. Tout dépend où il va. Ça me regarde pas ce que vous faites la nuit avec votre vibromasseur. Je vous donne des exemples concrets pour que ça vous parle. Un pacemaker, je vous disais, une pompe à insuline, c'est extrêmement dangereux. Avoir une RCE, un shellcode qui s'exécute et avoir une porte dérobée sur un pacemaker à distance, sur un être humain, mais c'est complètement fou ça. Donc il va falloir vraiment je sais pas, mais pensez à tout ça. La cybersécurité, maintenant, ça affecte également vos vies. L'analyse du code source. On va pouvoir donner un aperçu direct de la façon dont l'appareil analyse les données envoyées et comment elles sont utilisées. L'analyse, elle va également identifier les informations similaires au sniffage de la communication. Ça va servir de source d'informations plus fiable, plus précise. Et enfin, la documentation pour comprendre la fonctionnalité standard d'un appareil ou d'un point de terminaison, l'inconvénient de n'utiliser que la documentation comme moyen d'identification, c'est qu'elle laisse de côté tout ce qui est charge utile, payload, nos sujets, informations susceptibles, et sensibles, qui ne sont pas habituellement pertinentes pour un utilisateur final. Mais c'est ce que veulent les attaquants. Donc encore une fois, un acteur malicieux ne va pas se comporter comme tante Janine, comme ma mère, d'accord? Comme moi, parce que je suis un gentil garçon. Toto le hacker, il va tout faire pour niquer le bénéf. Alors, une fois qu'un
comportement est identifié, on peut utiliser les clients pour interagir avec les appareils et voir les messages et les charges utiles malveillantes. Pour revenir à l'exemple du thermostat, on va voir comment un attaquant peut tenter de contrôler l'appareil. La plupart des appareils IoT, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont un identifiant qui est propre à l'appareil, qu'ils utilisent pour s'identifier à d'autres appareils, comme on l'a vu, et que d'autres appareils peuvent utiliser pour l'identifier. Comprendre que c'est l'appareil cible qui fait quoi, ou quand quoi, avec qui. L'appareil doit échanger l'idée avant qu'une autre communication puisse se produire. Alors, dans le protocole MQTT, on a un ID de périphérique qui est couramment échangé en publiant un message contenant l'ID du périphérique avec un sujet préconnu. Auquel tout le monde peut s'abonner. Alors, une fois que l'attaquant connaît l'ID de l'appareil et le comportement d'un appareil cible, il va tenter de cibler naturellement les sujets spécifiques ou les formats de message. Ces sujets peuvent faire confiance à la source du message et effectuer une action aveuglément. On commence à comprendre les failles inhérentes. Changer une température, changer une destination de publication et tous les exemples que je te donnais. C'est-à-dire contrôler à distance tout et n'importe quoi. À partir du moment où c'est connecté à Internet, ça devient de facto un Internet des objets. Et ne restez pas focalisés sur les objets du quotidien qui nous entourent, les petits bidules. Je te parlais d'Alexa et tout ça. Pense également que ta voiture est un IoT. Un ascenseur peut devenir un IoT. Tout peut devenir IoT. D'accord ? Donc on a des objets auxquels on pense au quotidien, mais on pense pas forcément. Je te dis, le meilleur exemple, c'est ta voiture. Ta voiture qui la contrôle à distance et qui pirate le système. On va passer par... Maintenant, la plupart des voitures sont connectées. Elles vont appeler automatiquement les urgences si jamais vous avez fait un crash, etc., etc. On peut passer par ce système via le GPS et prendre le contrôle de la voiture. On a, je vous ai dit, des documents de la CIA. Donc, encore une fois, c'est pas des spéculations ni des conjectures. Donc ça devient inquiétant. Mais bon, là j'ai essayé de vous donner un petit peu tout ce qu'on avait et ça devient vraiment inquiétant, ouais. Donc dans notre scénario, on a identifié les informations préliminaires grâce à l'analyse matérielle et à la rétro-ingénierie sur le micro-logiciel. On a vu qu'on a notre périphérique caméra web qui utilise le MQTT. On va essayer de trouver une liste de sujets potentiels qu'on peut cibler et avant d'analyser ces sujets potentiellement vulnérables, on va voir déjà comment notre point de terminaison MQTT, notre webcam, comment on peut interagir avec elle. Alors, l'interaction. On va utiliser un programme qui s'appelle Mosquito Sub. C'est un utilitaire client pour s'abonner à un courtier MQTT, mais contextualisons comment interagir avec le MQTT et d'autres protocoles IoT. Différents protocoles auront différentes bibliothèques et d'autres moyens d'interagir avec eux. MQTT, il y a 2 bibliothèques qui sont couramment utilisées, PAO, Mosquito. La première, c'est une bibliothèque Python qui prend en charge toutes les fonctionnalités de MQTT. Mosquito, quant à lui, est une suite d'utilitaires MQTT qui inclut à la fois un courtier et qui va permettre de publier, d'abonner les clients que nous voulons utiliser, tout ça en ligne de commande. Alors, on va voir un petit peu comment interagir avec ces différents clients, leurs fonctionnalités, et puis comment un attaquant pourrait tirer parti de ses clients contre un appareil vulnérable pour le familiariser, entre guillemets. On va l'apprivoiser, on va l'adapter. Donc, par défaut, on a notre utilitaire d'abonnement qui connectera un courtier local et va nécessiter qu'une rubrique à l'aide de notre flag. Soit on lui met un petit T, soit on lui met un long qu'on appelle le topic. C'est notre sujet. Donc, on va appeler Mosquito Sub T et on va lui donner dans le délire device sur un réseau local. D'accord ? Donc ça permettra à un autre local de s'abonner. Après, on a ce principe appareil et ping. Donc on va se connecter au serveur. Imaginons que je veux un exemple de connexion vers l'adresse IP. Je veux souscrire à un sujet. On va dire qu'on veut souscrire à device/thm. Cette fois-ci, on va rajouter en su du T, on va passer un H. D'accord ? Donc vous voyez, là, on n'est plus en local, on est à distance. Et vous voyez que ça y est, la connexion est établie. Je viens de spécifier un courtier distant, à l'aide de notre flag, le H. Et là, dans mon exemple, je prends une adresse IP et je veux souscrire dans mon exemple à équipement, appareil, THM.
Donc là, on est connecté. D'accord? Ça, c'est l'abonnement. C'est une chose. Après, on a vu qu'on a la publication. Alors, je fais un CTRL-C, j'arrête. La publication, on va utiliser Mosquito. Donc là, c'est sub, sub comme subscriber, abonnement en anglais. Et on a Mosquito Pub, par opposition, vous l'avez compris, qui est le client qui permet de publier auprès d'un courtier MQTT. Alors, publier sur un sujet presque identique à celui d'un client d'abonnement. Cette fois, on va inclure notre flag "-m", ou "-message". Ça va indiquer, grosso modo, quel est notre message, notre charge utile. Cette fois-ci, je passe en quoi? Je passe en pub, published. On a mon adresse IP, toujours. Je reste sur mon device THM, ou on peut lui mettre info, par exemple. Je vous donne un exemple, et je peux lui dire d'accord? Un exemple. Alors, je vais vous donner les autres flags. Pour les deux clients, on a des indicateurs facultatifs, on a des switches, des flags. On a le "-d" pour activer les messages de débogage, le "-i" ou "-id", dash. Vous savez, très souvent, un tiret, c'est l'abréviation. Le long, ce qu'on appelle le long, c'est tout simplement le nom long. "i", c'est l'abréviation d'ID. D'accord? Quelle est la différence entre les deux? Soit je vais mettre un seul dash, un seul tiret du haut, soit je vais en mettre deux. D'accord? "-p" est égal à "-port". Là, par défaut, on aura tendance à utiliser le 1883. C'est le port que le courtier utilise, notre broker. Le "-u" ou username, ça permet de spécifier le nom d'utilisateur pour l'authentification. "-p", password, d'accord? C'est un grand P. Ne confondez pas avec le petit p qui est le port, c'est important. Ça permet, vous l'avez compris, de spécifier le mot de passe pour l'authentification. Et le tiret, alors il n'y a pas de "-u", parce que le "-u" est déjà réservé à username, au nom d'utilisateur. Donc pour l'URL, on va mettre un long et ça sera "-URL". Ça permet de spécifier le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'autre, le port, le sujet, dans l'URL directement. Donc on pourrait dire qu'un appareil utilisant MQTT va élaborer des messages comme moyen de communication via l'authentification en tant qu'attaquant pour essayer de dépeindre notre source de publication comme une source légitime dans l'espoir que l'autre partie puisse interagir avec le message. Et comme c'est un message authentique, on pourrait éventuellement pousser à la faute l'application, pousser un comportement involontaire. Alors, on va avoir un cas d'exemple pratique. Je pense qu'on a couvert la plupart des informations nécessaires pour réussir à exploiter une implémentation de communication de données non sécurisée d'un appareil IoT. On va essayer de voir ce qu'on a appris ensemble et maintenant de le mettre en adéquation avec notre caméra web qui a été identifiée dans l'atelier du Père Noël. Alors, on a lancé la machine, je suis connecté dessus. On va voir maintenant comment on peut interagir. L'appareil interagit avec un courtier MQTT pour publier, s'abonner à des sujets prédéfinis. Le courtier de l'appareil, ça va être notre adresse IP. Au niveau de l'ingénierie inverse, on sait que l'appareil utilise ces deux sujets. On a device init, donc ça c'est une première étape. Et il publie l'ID de périphérique de l'appareil actuel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux faire un device, lui donner un ID, par exemple 13, et lui dire tu vas m'exécuter une commande. D'accord? Donc, on va s'abonner à la rubrique spécifique de l'ID de l'appareil pour recevoir les commandes et les paramètres. Et l'appareil est connu pour être un RTSP, ce qu'on appelle un Real-Time Server Protocol, pour le streaming d'entrée, et Streaming Protocol, pardon. Donc un attaquant peut contrôler comment le flux RTSP est transmis. Il peut le rediriger vers un serveur RTSP qu'il contrôle. D'accord? C'est là où va se faire l'attaque en fait. D'accord? Donc on a vu que cette commande device ID CMD, ça permet de spécifier un comportement via un paramètre CMD numérique et la possibilité d'analyser encore une fois une paire clé-valeur à utiliser pour interagir avec notre appareil. Alors on ne possède pas encore le comportement du sujet de commande, le format auquel il attend le message, donc c'est à nous de créer un message malveillant
pour cibler le sujet de commande et voir comment il réagit. Donc, on va utiliser un petit snippet qui a été fourni, qui est extrait du firmware de l'appareil, qu'on va pouvoir utiliser pour recueillir le comportement de la communication, et on va collecter les informations nécessaires dont on a besoin avec le format et bien sûr le comportement attendu de l'appareil pour pouvoir faire une requête valide, authentique, même si elle sera malicieuse. Vous l'avez compris. Alors, on va faire simple. Il y a un callback au niveau de notre fonction, le onMessage, qui va être appelé tout simplement quand le client MQTT reçoit le message sur un sujet, un topic qui est bien spécifié. Alors, notre callback, ça va permettre de traiter les informations, notamment au sein de la charge utile, et on va voir un petit peu comment est injectée la commande et l'URL. La valeur de commande, elle est égale à 10, là en l'occurrence, et notre URL, en fait, c'est une fonction qui écrit la valeur de l'URL dans un fichier et qui va lancer ensuite un script shell. Ensuite, on a notre fonction subscribe qui va prendre le client. On travaille sur des objets, c'est du programme orienté objet. Le client MQTT et on va lui passer en tant qu'argument. D'accord ? C'est utilisé pour souscrire à un sujet précis. Donc le onMessage, au niveau de ses attributs, va permettre au client de récupérer notre fonction de callback. Donc on va avoir notre appel qui va être fait, on va le récupérer et ça va nous permettre de comprendre techniquement en fait si le message a bien été reçu sur le sujet sur lequel on s'est abonné. D'accord ? Donc c'est important de noter que le protocole MQTT utilise ce principe de messagerie, publisher, subscriber. Ça veut dire que le client va pouvoir souscrire à de nombreux sujets, des topics, et recevoir également des informations à partir de ceux-ci. D'accord ? Donc on a notre call, on a client.subscribe, on lui passe en paramètre topic. Ça permet tout simplement de souscrire à un certain sujet, et le client.on_message, ces attributs, c'est encore une fois rattaché à la fonction de callback qui va nous permettre de recevoir les messages de tous les sujets auxquels on a souscrit. D'accord, on est abonné. Donc, le format attendu, je vous l'ai dit, c'est command :value URL :value. Encore une fois, on part sur nos paires clés-valeurs. Notez que le format doit correspondre exactement, on doit avoir nos guillemets doubles et on doit avoir nos curly brace, nos accolades pour envelopper tout ça, enrober tout ça. D'accord ? C'est encapsulé et on met nos clés valeurs. Ça permet le formatage et de récupérer en fait les valeurs et les paramètres qui sont associés. CMD, on va pouvoir écraser, rediriger l'URL RTSP. Là, on voit qu'elle est placée à 10 et la valeur du URL, soit on va utiliser notre tune 0, soit là, je suis sur la machine de Try Avec Me, je vais utiliser le TH0, le NS0. Typiquement, c'est l'interface de la machine qui héberge le serveur RTSP et vers le chemin RTSP de notre choix. Donc on spécifie le protocole RTSP // comme tu mettrais un HTTP // pareil, tu lui cales l'adresse IP. Cette fois-ci, on travaille sur le port 8554 et on lui met le chemin, le pass complet. Ça a scanné les 1000 premiers ports que Nmap pense utiles. C'est pas les 1000 premiers ports de 0 à 1024, c'est les 1000 premiers ports que Nmap pense être utiles. Ne confondez toujours pas. Ça, c'est l'erreur qu'on a à faire. On voit qu'on a du SSH, on voit sur le port 80, on a du web Sockify. Avec notre ami Python, on se mange un 405 méthode non autorisée. On le voit ici. On continue. On récupère en phase de reco la version de Python. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que nos ports sont pas concernés. Il va falloir rescanner. On va se focaliser sur quoi ? Sur des ports intéressants pour nous. On va lui spécifier. Je vais lui mettre un petit p. Qu'est-ce qu'on a vu un petit peu ? Sur quoi on se focalise ? Quels sont les ports qui sont utilisés ? On a vu qu'on a quoi ? On a le 18, 83 qui est intéressant. On a vu qu'on avait le 85, 54. Ok, donc on a bien, vous voyez, avec notre A, le problème c'est qu'il ne scannait pas, je vous ai parlé des 1000 premiers ports à peu près, en tout cas il l'atteignait pas
le 1883. Là, on voit notre connexion en TCP, on récupère la version de Mosquitto. Alors, on va répondre à quelques questions qu'on vous pose. Quel est le port? Vous l'avez compris, c'est le 1883, 1883. On nous dit est-ce que l'appareil, l'entrée était numérée par Nmap lors d'analyse de port? Bah oui, bien sûr. Quelle est la version de Mosquitto? Vous l'avez sous les yeux, c'est la 1.6.9. Donc, on voit le MQTT subscribe et vous avez tous les sujets et leurs charges utiles récentes associées. D'accord? Donc, vous voyez que là, on va pouvoir interagir avec tout ça. C'est intéressant pour nous. D'accord? On voit qu'on peut faire pas mal de choses. Le fingerprinting, NSE, ShareMap. Ok, donc grâce à ces informations, on va pouvoir lancer maintenant notre attaque. Alors, je vais ouvrir un nouveau terminal. On va se lancer Docker. Alors, comment on lance un Docker? Les bases, vous utilisez Docker et on va lancer un conteneur. Pour ce faire, il faudra peut-être que je fasse une élévation de privilège. Je vais voir. Je sais pas si je suis route. Ouais, je peux tout faire. Ok, bon, bah c'est pas grave. Donc, je peux faire un Docker. Donc, je vous disais, je peux faire un Docker. On fait un run, toujours. RM IT, ça c'est les commandes usuelles pour lancer notre machine. Qu'est-ce qu'on veut? On veut d'abord régler notre réseau. Je vais lui dire grâce à Network d'utiliser tout simplement ma première interface réseau, c'est-à-dire mon ETH 0. Host, il va comprendre que je parle de ma machine. Ensuite, on a installé au préalable, je le fais pas maintenant puisqu'elle est déjà faite, on a une machine. Alors on a toujours en fait le nom du repo. Là, elle s'appelle Alert9. Ouais, si je vais pas trop vite, je sais pas ce qu'il me fait. Ok, Alert9, d'accord, plus maintenant le nom de la machine. On a vu qu'on utilise le RTSP, Simple Server. Ça, c'est le nom de mon image Docker. Ok, donc ça lance le RTSP Simple Server et on voit qu'il écoute sur le 8554. Et en UDP RTP, on tape sur le 8000 et UDP RTCP, on est sur le 8001. D'accord? Listener opened, moi sur mon port local sur le 1935 et le 8888. Donc là, c'est intéressant. En fonction des protocoles, on va utiliser, vous l'avez compris, différents ports. Donc là, ça tourne en tâche de fond. Je devrais maintenant... Okay. Donc on va essayer d'utiliser notre init. Sub h10 10 22 240 t. On a vu qu'on tapait, non pardon, sur device init. Init. Donc là, on va récupérer nos variables. On a vu qu'on pouvait, l'URL est égal à 1 et la valeur doit être donc définie. Et nos CMD, on a vu qu'avec 10, on peut réécrire au niveau du flux RTSP. C'est ce qu'on va faire pour pouvoir se connecter et pirater la caméra. Là, il nous faut notre message, mais ça va être un petit peu particulier. Il faut vraiment l'encapsuler dans 3 doubles quotes. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur du JSON. D'accord? Si vous faites pas ça, ça risque d'être mal interprété. Si vous en mettez qu'un ou deux, ça ne risque pas de marcher. On repart. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu notre payload. Notre payload, on a vu que c'est CMD. CMD, moi aussi, pareil, il est égal à quelque chose. Ok, donc on a vu qu'avec 10, je réinitialise. Par contre, vous vous rappelez, ne faites pas l'erreur. Comme moi, là, en vous parlant, tout est entre double côte. Ensuite, on a notre URL. Ça va être le plus important. On veut lui passer quoi? Clé valeur. L'autre clé, c'est quoi? C'est le pass, comme on l'a vu. On utilise le protocole RTSP. Je vais utiliser ma machine. On a vu qu'on l'utilise avec notre Docker sur le port 8554. Et ma machine, c'est là 10 10 186 49. Donc, je vais lui mettre ça. On va utiliser notre port classique. Il faut que je remplace ça par des points.
Et notre port, on a dit le 185-54. Parfait. Et après, il faut que je lui passe un pass. Donc, je vais lui dire taux. Ça, c'est mon pass. Je referme et nos accolades. Ok. Donc là, on est pas mal. D'accord? Voilà à peu près le payload. Comment ça se passe? Ça, c'est le message qu'on va envoyer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de fermer quelque part. Une fois qu'on a Toto, il nous dit, écoute, visiblement, j'utilise le protocole H264 au niveau du codec. Il y a bien une piste, un flux vidéo qui transite. Ça a été publié. Le chemin, c'est Toto, ce que je lui ai spécifié dans mon message. Et il y a une session qui est en attente. On voit le WAR en jaune. On voit des paquets RTP qui sont envoyés. Le flux est up. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vu que toutes les communications sont redirigées sur mon localhost, on va se connecter au flux de la caméra, de la webcam pour l'espionner. Alors, comment on fait ça? On va s'utiliser VLC, c'est vraiment le couteau suisse. Quand vous travaillez sur des flux, des codecs, on lui demande tout simplement notre protocole. On a vu qu'on travaillait sur le RTSP. On va aller sur ma machine, la 000 ou 127.0.0.1, c'est notre localhost, c'est pareil. Et on va lui préciser notre port. On a dit combien? 85-54, celui que j'ai utilisé ici, d'accord? Et ça va nous rediriger, si tout se passe bien, vers la caméra. Voilà. D'accord? On a récupéré le flux vidéo. D'accord? Donc, quand on pirate des caméras de surveillance, des caméras en circuit fermé, on va pirater le flux vidéo, en fait. Et on va le rediriger vers notre ordinateur. Et à partir de là, on peut faire des petits trucs sympas. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu.